Bonjour à toutes et à tous, ici Dini. Bienvenue dans Vision Her, le podcast féministe qui éclaire les concepts, interroge les évidences et ouvre le dialogue pour avancer ensemble. Déconstruisons, débattons et bâtissons une réflexion collective. Si cet épisode vous inspire, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va parler d'un féminisme qu'on entend un peu moins souvent dans les médias traditionnels, mais qui a pourtant beaucoup à dire sur notre quotidien, nos luttes, nos espoirs. Je veux te parler du féminisme marxiste-socialiste. Alors, avant que tu lèves les yeux au ciel en pensant à un vieux manuel poussiéreux de socio-éco, reste avec moi. Parce que ce féminisme-là, il parle de nos factures, de notre charge mentale, et même du fait qu'on cuisine encore souvent pour tout le monde, même après une journée de taf. Bref, ça a parlé de la vraie vie. Donc, le féminisme marxiste-socialiste, il s'inscrit dans une analyse matérialiste de l'oppression. Il repose sur une idée forte, on ne peut pas comprendre l'oppression des femmes sans analyser l'économie. On parle ici d'un féminisme influencé par Marx et Engels, mais surtout réinterprété par des femmes comme Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Angela Davis ou encore Silvia Federici. Et leur point commun, c'est qu'elles ne séparent jamais la lutte féministe de la lutte des classes. Car selon elles, tant qu'il y aura des inégalités économiques, les femmes, et en particulier les plus précaires, resteront en bas de l'échelle. Et là, on parle bien de la majorité des femmes. Donc, ce que pensent les penseuses marxistes féministes, c'est que le capitalisme tient debout parce qu'il repose sur un travail gratuit, celui qu'on fait à la maison. Faire le ménage, élever les enfants, soigner les autres, planifier les repas, et certainement plein d'autres encore. Un travail non rémunéré, invisible mais essentiel. Et c'est qui va le faire la plupart du temps? Je vous le donne en mille, des femmes, souvent racisées, souvent précaires. Silvia Federici le dit clairement, on ne peut pas parler de libération des femmes sans remettre en cause le travail domestique. Ce féminisme-là ne veut pas juste répartir la tâche. Il veut abolir les systèmes qui la rendent inévitable. On n'est pas là juste pour négocier notre charge mentale, on est là pour changer les règles du jeu. C'est là que le féminisme marxiste-socialiste se heurte souvent au féminisme libéral, celui qui célèbre les femmes PDG ou les self-made women. Mais ce courant critique cette approche. Il dit qu'un féminisme qui laisse les femmes de ménage dans l'ombre pendant qu'une femme dirige l'entreprise, c'est pas un vrai progrès. La question, c'est pas juste combien de femmes sont au sommet, c'est quelles femmes, à quelles conditions et au prix de l'exploitation de qui. Alors c'est un questionnement assez intéressant, mais c'est vrai que parfois j'ai pu penser ou même entendre que le féminisme c'est chacun choisit sa manière. Et bien sûr, chacun choisit. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on peut vraiment choisir librement dans un système qui rend certaines femmes riches et d'autres invisibles? C'est là que le féminisme marxiste-socialiste nous pousse à réfléchir collectivement au-delà des choix individuels. Alors bien sûr, comme toute pensée politique, le féminisme marxiste-socialiste n'échappe pas à la critique. D'abord, on lui reproche parfois une forme de réductionnisme, en plaçant la classe comme facteur principal d'oppression. Certaines estiment qu'il minimise ou efface d'autres oppressions, comme celles liées à l'origine, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Même si des penseuses comme Angela Davis ou Bell Hooks ont enrichi cette approche en y intégrant les questions du racisme systémique, du colonialisme et de violence d'État, certains courants marxistes restent encore trop centrés sur l'ouvrière blanche hétérosexuelle comme figure de référence. Autre critique, dans la pratique, les mouvements socialistes ont parfois reproduit le sexisme qu'ils dénonçaient, reléguant les femmes au rôle secondaire dans les luttes révolutionnaires. Enfin, certains féminismes plus récents, notamment queer ou décoloniaux, reprochent au féminisme marxiste de ne pas aller assez loin dans la déconstruction des normes de genre, ou de rester trop centré sur une vision binaire et occidentale des rapports sociaux. Mais ces critiques ne le condamnent pas, au contraire, elles l'enrichissent, car un féminisme vivant, c'est un féminisme qui s'autocritique, qui évolue et qui s'ouvre à d'autres voies. Donc,
Pour conclure, ce féminisme-là nous rappelle que nos luttes sont liées, que l'oppression patriarcale et l'exploitation capitaliste se nourrissent mutuellement, et que pour libérer les femmes, il faut libérer toutes les femmes, pas juste une élite. C'est un féminisme de solidarité, de justice sociale, un féminisme qui refuse de choisir entre égalité et économie. Il veut les deux, et pour toutes. Bien, donc si cet épisode t'a parlé, partage-le avec un ami, une amie, un ou une collègue, ou même ta mère, parce que comprendre l'histoire de ces luttes, c'est déjà une forme de résistance. Et si, cette semaine, tu notais tous les actes de travail gratuit que tu fais dans ta journée, juste pour les rendre visibles? Comme d'habitude, n'hésite pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux et les diverses plateformes de streaming podcast, sur @visionher ou @visionher2025. Merci beaucoup pour ton écoute, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Abonne-toi à Vision Her pour ne manquer aucun épisode. À très vite!